Bonsoir, bienvenue sur meta.tv, lundi, mercredi, vendredi, 21h, minuit. En tout cas, bonsoir à tous, bonsoir comme d'habitude à la régie, bonsoir aux modérateurs, bonsoir à tous les métanautes pour une soirée philosophie, on va dire en toute sagesse avec Charles Robin. Bonsoir Charles. Bonsoir Thomas. Eh ben enchanté, hein, bienvenue sur Meta TV. En plus, Merci pour l'accueil. c'était prévu en plus depuis longtemps. Déjà de la saison dernière, on avait dû annuler à cause des grèves. C'est ça. Il y avait plus de train, hein. Ouais, voilà, on a Voilà. été victime de la grève, mais bon, on a réussi Et à ben, trouver une solution. et puis partie remise parce qu'en plus t'es venu avec un nouveau livre parce qu'entre temps il y a celui-là qui est sorti. Voilà, c'est ça, la dernière fois, c'était pour La Gauche du À la Capital. gauche du capital. Et entre-temps est sorti donc le dernier itinéraire d'un gauchiste repenti qui est dans la continuité. Ben voilà, tu m'as enlevé les mots de la bouche. J'allais dire c'est un peu la suite, c'est ça quand même de la gauche du capital. C'est la suite sans être la suite, c'est-à-dire c'est une suite en fait où je reviens sur la généalogie du premier. Ouais. J'essaye d'expliquer un petit peu le parcours qui m'a amené à défendre les idées que je défends dans la gauche du capital. Et ça m'a permis aussi de revenir sur certaines d'entre elles, de les approfondir, et puis aussi de faire un peu évoluer la pensée pour pas rester dans la répétition. Après la gauche du capital, en fait, je me demandais un petit peu ce que j'allais pouvoir dire, puisque j'avais l'impression que j'avais fait le tour de ce que j'avais à dire. J'ai pas la prétention d'apporter énormément de choses nouvelles, mais j'essaye de les apporter de manière accessible, compréhensible au maximum. Et là, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion d'éclaircir certaines choses, parce que beaucoup de personnes en fait comprenaient pas d'où je parlais, quelle était ma position et pourquoi je critiquais la gauche et l'extrême gauche, Mm. comme si j'étais un auteur d'extrême droite qui voulait régler mes comptes avec l'extrême gauche. Et donc là, j'espère que avec ce livre, ça aura pu permettre d'éclaircir ça. Ouais, parce que, bah, bon, pour ceux qui s'étaient intéressés à toi déjà du premier livre, ils pouvaient savoir que tu étais au NPA, voilà, tu l'avais expliqué depuis très très longtemps, parce qu'il faut qu'on le présente un peu pour ceux qui ne te connaissent pas quand même, et j'imagine, ils doivent, peut-être ceux qui vont découvrir cette vidéo Il doit aussi. y en avoir, hein. Et voilà, donc toi, tu es un auteur titulaire d'un diplôme en philosophie, donc comment, On appelle ça un master de un philosophie. master de philosophie. Voilà, donc ce que tu expliques d'ailleurs dans le livre, on en parlera. Ouais. Euh, Tu as écrit voilà, plusieurs ouvrages déjà, trois. Alors oui, euh, justement, je vais faire une précision mm, là-dessus. Donc, j'ai écrit trois ouvrages auto-édités qui sont ouais, devenus ensuite La Gauche du Capital. d'accord. Donc, pour ceux qui me découvrent ce soir et qui ne me connaissent pas et qui voudraient lire ce que j'ai écrit, voilà, si vous achetez La Gauche du Capital, n'achetez pas les trois premiers auto-édités puisque ce sont les mêmes qui se retrouvent dans La Gauche du D'accord. Capital de manière un peu modifiée. Voilà, donc ça je le dis pour qu'il n'y ait pas d'escroquerie financière. Ouais, parce que oui, Euh, acheteur, il va dire, voilà, c'est le même bouquin. c'est mais ça, voilà. d'accord, Je veux pas que ça arrive. Et donc, du coup, si on compte La Gauche du Capital comme le premier livre, celui-là est le deuxième. D'accord. Et un petit troisième qui est sorti Ouais. quasiment en même temps que celui-là, Mhm. qui s'appelle Tous philosophes, Mhm. point d'interrogation, qui lui n'a rien à voir, même s'il y a quand même des liens entre ce que je dis là-dedans et ce que je dis dans Itinéraire. Donc toi, tu as l'amour de la philosophie, on peut dire ça. Bah, la philosophie, c'est déjà de l'amour. Donc c'est un Euh, pléonasme déjà. Voilà, c'est ça. Bon, l'amour de la sagesse, alors c'est plutôt l'amitié avec la sagesse, c'est le compagnon de la sagesse, le philosophe. Mais bon, c'est vrai que c'est une manière un petit peu pompeuse de dire ce que c'est que la philosophie. En fait, pour moi, la philosophie, c'est pas comme ça que je l'appréhende. La philosophie, au départ, quand j'ai commencé à faire de la philosophie, c'est parce que je voulais avoir un maximum d'outils conceptuels pour pouvoir penser le monde autour de moi. Mhm. Et je m'intéressais beaucoup à la politique. Et pour moi, la philosophie, c'était le moyen de faire une critique politique performante, efficace, qui tombe pas dans les pièges, qui arrive justement à percevoir où se trouvent les pièges dans les concepts, dans les idées. Et ça m'a servi d'outil. Et plus j'ai avancé dans la philosophie, et plus ça m'a permis d'aiguiser mon sens critique sur la politique. Et ça a correspondu dans mon parcours avec ma rupture avec l'extrême gauche, puisque j'observais des incohérences qui étaient d'ordre philosophique, justement. Sur la question du libéralisme, sur la question des deux libéralismes, le libéralisme culturel et le libéralisme économique. Mhm. Et j'ai fini par admettre, au bout d'un certain temps, que le libéralisme n'était pas seulement économique, mais aussi culturel, que ces deux versions fonctionnaient ensemble, main dans la main. C'est-à-dire que si on est libéral économique, eh bien, si on veut être cohérent, on doit être libéral politique et culturel. Et si on est libéral culturel, on doit être libéral économique. Il y a des personnes qui arrivent à être l'un sans être l'autre. Et ce que je dis, c'est que ces personnes-là ne sont pas cohérentes dans leur pensée puisque l'un débouche nécessairement sur l'autre. Et c'est pas ce à quoi on arrive aujourd'hui entre
Par exemple, un Juppé Oui. qui va incarner justement ce libéralisme économique et le libertarisme culturel, et pourtant qui est à droite, et puis à gauche pourrait prendre Valls, qui va incarner même le aussi, gouvernement Hollande dans son le ensemble. gouvernement Hollande. Oui, bien sûr. Disons que quand on prend la gauche, si on dit que la gauche, dans la tradition, est plutôt anti-capitaliste, anti-libéral économique et plutôt pro-libéral sur le plan politique, la droite, ce serait l'inverse, donc elle est plutôt anti-libérale sur le plan politique et culturel et très libérale sur le plan économique. Mais en fait, ça fait plusieurs années maintenant que tout ça se confond complètement, puisque les mesures économiques prises par le gouvernement Hollande ne sont pas des mesures socialistes. Alors ce sont des mesures de gauche par contre, puisque le socialisme et la gauche, c'est pas du tout la même chose. La gauche, c'est le libéralisme culturel, historiquement et philosophiquement, et le socialisme, c'est un mouvement au départ philosophique et politique qui va prendre la défense des classes populaires, indépendamment du clivage droite-gauche. Et c'est disons, fin 19e, début 20e siècle, alors Michel lui situe ça au moment de l'affaire Dreyfus, qu'il y a eu une alliance entre la gauche et le socialisme contre la droite et l'extrême droite, et qu'à partir de là, la gauche et le socialisme en sont venus à se confondre, et par exemple à s'incarner comme dans le Front populaire. Le Front populaire, c'était un savant équilibre entre la gauche et le socialisme. Et puis ensuite, lorsqu'on est sorti de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'on est entré dans la Ve République, les présidents de gauche qui se sont succédés sont restés de gauche, mais ont cessé d'être socialistes. Et c'est par exemple le tournant de la rigueur dans les années 80 avec Mitterrand, où ça a été de plus en plus difficile de cacher que la gauche avait cessé de défendre le peuple. Ils se sont complètement ralliés au libéralisme sur le plan économique. Bon, ça, c'est pas un scoop. Bien sûr. Onfray le dit depuis des années, même à l'époque où il se disait encore de gauche. Et le libéralisme a complètement contaminé l'échiquier politique. Et pour moi, le libéralisme, c'est une question centrale parce qu'en fait, c'est une question qui n'est jamais évoquée explicitement. C'est-à-dire que tu peux regarder n'importe quel débat politique, à de très rares exceptions près, on ne fera jamais porter le clivage sur les idées avec le critère du libéralisme, alors que c'est omniprésent. Et quand on voit des disputes entre les gens de gauche et les gens de droite sur certains aspects, on a l'impression qu'ils ne s'aperçoivent même pas, tu vois, s'ils prenaient un peu de recul, qu'en fait ils sont absolument d'accord sur le fond, ils sont simplement pas d'accord sur la manière de mettre en œuvre le programme libéral jusqu'au bout. Donc par exemple, on va avoir des personnalités de droite qui vont condamner le mariage pour tous en disant que ça s'inscrit contre les valeurs traditionnelles, etc., etc. Mais à côté de ça, ces mêmes personnalités de droite vont valider l'économie de marché, alors que l'économie de marché et la libéralisation des droits marchent ensemble. C'est-à-dire que le marché, pour se développer, pour s'étendre, il ne veut pas que les individus soient, par exemple, pris dans des dogmes, dans des contraintes morales. Non, il faut que l'individu soit complètement libéré de toutes les contraintes idéologiques, culturelles, morales. Il faut qu'il puisse jouir sans entrave, pour reprendre le slogan de 68. Et jouir sans entrave, ça passe par la libéralisation des mœurs. Donc en fait, il y a une corrélation directe entre le libéralisme politique qui veut toujours plus de droits individuels, toujours plus de liberté, toujours moins de communautés, toujours plus d'individus, et le libéralisme économique qui a besoin de former des consommateurs qui n'auront comme seul but existentiel de satisfaire, d'assouvir leur pulsion de désir. Et le marché vient pour proposer la marchandise qui permettra au désir d'être satisfait. C'est pour ça que dans toutes les publicités, on est systématiquement on va dire, séduit constamment par cette idée justement, du désir, mais qui est liée en plus très souvent à la sexualité. À la sexualité. Voilà, parce que c'est le chemin le plus court, en fait, le désir. Si on admet que le désir il a une origine sexuelle, c'est ce que dit Freud, mais pas seulement. Platon le disait aussi d'ailleurs, y compris le désir de connaissance d'ailleurs. Le désir de connaissance, c'est la spiritualisation de la pulsion sexuelle. Mais c'est l'énergie, en fait, c'est l'énergie qui permet d'activer, de mettre en place le processus d'accès à la connaissance. Bon, on pourra y revenir plus tard. Mais le désir sexuel, finalement, c'est le désir dans sa radicalité. Et mettre des publicités qui vont exciter directement le désir sexuel, c'est le meilleur moyen de faire une publicité efficace. Et pour ceux qui pensent qu'on est dans un régime totalitaire, autoritariste, conservateur, etc., ben, je leur poserai la question, est-ce que dans la rue, quand vous marchez dans la rue, est-ce que vous voyez plus de prêtres et de militaires ou est-ce que vous voyez plus d'affiches avec des femmes nues?
Et bon, à moins d'être de très mauvaise foi, je pense que la réponse, elle est évidente. Quand nos enfants se baladent dans la rue, ils voient plus de femmes dénudées que de représentants de l'autorité. D'ailleurs, ça me fait penser que ceux qui sont les premiers à défendre le droit des femmes au nom des valeurs libérales, on les entend beaucoup moins lorsqu'il s'agit de défendre la représentation médiatique des femmes comme objet sexuel. Alors que, pourquoi? Parce que ça s'inscrit complètement dans la logique libérale. D'ailleurs, à tel point que parfois, on va présenter ça comme un signe d'émancipation des femmes. Donc finalement, réduire la femme à une paire de fesses, c'est œuvrer pour l'émancipation de la femme. Donc là, on est effectivement dans un retournement complet. Parce qu'il y avait déjà, on peut dire, le verre était dans le fruit avec l'affaire de faire travailler les femmes, alors que finalement, c'était pour mieux les convaincre d'adhérer à ce système-là, quoi. C'était pour qu'elles aussi participent. Mais en fait, on leur dit, vous allez être libre. Et en plus, tu prends un exemple de Edouard Bernays, bon, Ouais. que certains connaissent beaucoup bien avec les cigarettes. Donc, il va, en fait, appeler ça les lamp of torch. Les torches de la liberté. Torches de C'est liberté. ça. Et donc, les femmes, donc, c'est quand même drôle qu'en plus, ce soit les cigarettes. Oui, mais le symbole phallique, justement, c'était fait pour ça. Enfin, c'est comme ça que ça a été présenté. Alors ça, c'est magnifique. On pourrait en parler pendant une heure, rien que de cet exemple. Donc, Edouard Bernays, qui est le petit-neveu de Sigmund Freud, qui, lui, donc, est un libéral dans toute sa quintessence et avec son cynisme, le cynisme qui va avec, c'est-à-dire qu'il assume. Il assume complètement que le but de ce qu'il appelle les spin doctors, donc ceux qui forgent même l'opinion publique, leur travail, c'est de manipuler l'opinion publique. Donc, manipuler l'opinion publique, ben, ça passe par faire consentir la population à des changements civilisationnels, mais qui soient consentis. Donc pour qu'ils soient consentis, il faut qu'on leur présente sous un jour attrayant. Donc c'est le capitalisme de la séduction de Kluskar. Ah oui, on m'a beaucoup reproché de ne pas citer assez Kluskar, donc je cite Kluskar, effectivement à qui je dois beaucoup sur le plan des idées. Et donc l'exemple de la cigarette, dans les années 40, 50, c'était très mal vu pour une femme de fumer. Les seules femmes qui fumaient, c'était les prostituées. Donc ça faisait très mauvais genre. Sinon, c'était les hommes qui fumaient. Et Bernays, donc, travaillait pour Lucky Strike. Et Lucky Strike voulait savoir comment élargir son marché, comment augmenter ses ventes. Et donc Bernays a eu l'idée la plus simple du monde. Y a la moitié de la population qui ne fume pas, il faut faire fumer cette moitié de la population. C'était les femmes. Et donc les femmes, pour qu'elles puissent assumer le fait de fumer, eh bien on a présenté la cigarette comme un symbole d'émancipation et comme un symbole d'appropriation par les femmes du phallus masculin, c'est-à-dire du pouvoir. Alors Edouard Bernays a beaucoup travaillé dans la psychanalyse, donc il savait ce qu'il faisait. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a recruté des jeunes, enfin des mannequins qui ont défilé avec des pancartes sur lesquelles il était marqué « Torche de la liberté » en fumant. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à élargir le marché de la cigarette aux femmes, donc avec des affiches où on mettait des femmes très, très pulpeuses, très belles, qui fumaient. Et depuis, la cigarette est devenue... je crois que les femmes fument autant, voire plus que les hommes aujourd'hui. Bon, moi je suis fumeur, donc je sais ce que c'est. On a plutôt envie d'arrêter au bout d'un moment, et puis on se rend compte qu'en fait on est esclave de la cigarette. Donc si pour être émancipé, il faut devenir esclave, il y a une contradiction qui est assez difficile à résoudre. Et c'est la même chose avec le travail salarié. Donc là encore, il ne s'agit surtout pas de dire que les femmes ne devraient pas travailler. De toute façon, moi je ne suis pas dans le normatif, je ne suis pas dans le jugement de ce qu'il faut faire. Je ne fais pas de politique, ça ne m'intéresse pas. Mais on ne doit pas s'interdire de faire des constats parce que ces constats ont des répercussions politiques. Et le constat que je fais, c'est que lorsque les femmes ont commencé à entrer sur le marché du travail, ça a été évidemment présenté comme un droit, un signe d'émancipation. Et c'est vrai, objectivement, sur le plan économique, le fait qu'une femme travaille, ça va l'émanciper de la tutelle de son mari. Mais si on lui enlève la tutelle maritale pour lui mettre à la place la tutelle patronale, est-ce qu'on peut appeler ça un progrès? Donc finalement, on se retrouve avec des femmes qui sont dans la nécessité de travailler comme les hommes autrefois et comme les hommes maintenant. Moi, je connais beaucoup de femmes, puisque j'ai travaillé en entreprise pendant 10 ans dans un petit boulot manuel. Et donc, les femmes avec qui je travaillais, des fois, quand on discutait, je leur disais, mais toi, si tu avais la possibilité d'arrêter de travailler, qu'est-ce que tu ferais? Elles me disaient, mais j'arrêterais, évidemment que j'arrêterais. Mais je peux pas. Je peux pas parce que j'ai 2 enfants, le père est parti, je dois les nourrir, j'ai pas le choix. Donc, c'est plus un choix maintenant, c'est une nécessité. Est-ce qu'on peut parler de liberté lorsque tout ce qu'on fait, on le fait par nécessité? Je ne suis pas sûr. Voilà. Donc encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur.
Il y a des femmes, je comprends très bien qu'elles veuillent continuer à travailler plutôt que d'avoir une famille, par exemple. J'en connais beaucoup et je le comprends tout à fait. Mais à partir du moment où c'est une imposition, une obligation et non plus un choix, ce n'est plus de la liberté. C'est pour ça que je me rappelle d'un événement, c'était en 2012, quand il y avait la campagne de 2007, pardon, de Ségolène Royal. Elle avait eu à un moment donné une proposition qui était de payer les mères au foyer. Oui. Et ça avait fait scandale. Ça a fait scandale. Et les premiers à monter au créneau, c'est les féministes. Bien sûr. Qui disaient que c'était quoi cette discrimination. Mais pourquoi d'après toi? Bah, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que justement, c'est ce que tu viens d'expliquer, c'est-à-dire que les féministes disent on va enlever en fait comment dire, une liberté en fait à la femme. Alors qu'en fait, si je reprends, non, elle en gagne une de liberté. Ça a été complètement décrié, ça a fait scandale parce qu'en fait, dans l'imaginaire gauchiste, et je dis ça sans aucun mépris puisque je suis un ancien gauchiste, dans l'imaginaire, il y en a beaucoup qui nous regardent. Hein, voilà, bah, salut aux gauchistes. Dans l'imaginaire gauchiste, un salaire maternel, ça signifie que tu réduis la femme à son rôle procréateur. Or, toute l'histoire du féminisme et de l'émancipation des femmes, c'est l'histoire de l'émancipation de la femme de son rôle naturel de procréatrice. Voilà. D'ailleurs, l'histoire humaine, c'est l'histoire de l'émancipation de l'être humain vis-à-vis de la nature. Donc, là encore, il y a une logique. Je veux dire que les femmes veuillent maîtriser leur contraception, enfin maîtriser leur grossesse par la contraception, en soi, c'est pas choquant. La question, c'est de savoir est-ce qu'il n'y a pas derrière ça une stratégie qui dépasse les individus à qui ça profite, à qui c'est censé profiter. Et qu'une femme puisse maîtriser sa grossesse, ça se comprend très bien. Mais que, au nom de la maîtrise de la grossesse, on fasse du rôle de mère quelque chose d'absolument épouvantable, quelque chose de rétrograde et d'arriéré, là on est passé à un autre niveau. On est passé à la disqualification du rôle de mère en tant que tel. Et on en arrive aujourd'hui à une absurdité où beaucoup de femmes aimeraient pouvoir s'occuper de leurs enfants et vivre à s'occuper de leurs enfants, ne le peuvent pas, et en plus de ça sont jugées lorsqu'elles le disent. On va dire oui mais tu ne te rends pas compte, les femmes se sont battues pour qu'on ait des droits, et toi tu préfères élever des enfants comme si c'était voilà, le rôle de pondeuse, tu vois, avec tout ce que ça peut avoir de méprisant. D'ailleurs ça me fait penser que c'est beaucoup ceux qui critiquent le fait qu'on puisse réduire l'homme ou la femme à un rôle naturel, qui sont les premiers à dire que en fait, entre l'homme et l'animal, il n'y a pas vraiment de différence, que tout ça est un continuum, que finalement, on est comme des animaux, mais on ne le sait pas, etc. etc. Ben, soit on est des animaux, et alors soyons-le jusqu'au bout, soit on n'est pas des animaux, et dans ce cas-là, ne le soyons nulle part. Voilà. Oui, parce que ça, c'est... Là, toi, tu décris bien quelque chose que d'ailleurs, je trouve ils ont beaucoup de mauvaise foi à l'admettre, justement, à l'extrême gauche. C'est que, bon, toi, le titre déjà, mon itinéraire d'un gauchiste repenti, ça explique tout. C'est la contradiction qu'il y a entre le fait qu'ils soient un peu les idiots utiles. C'est-à-dire qu'ils prétendent combattre un anticapitalisme, combattre justement ce libéralisme économique, mais d'un autre côté, en fait, c'en est les meilleurs alliés, les meilleurs auxiliaires. Parce qu'ils détruisent, ils vont détruire en fait tout ce qui va représenter la tradition, tous les socles de la société, pour que justement le capitalisme, lui, puisse se les accaparer quelque part. C'est le principe de la double pensée, ce que Michel appelle la double pensée. C'est une incohérence interne, certains diraient une dissonance cognitive, c'est pas loin d'être ça. C'est la phrase de Bossuet qui dit « Dieu se rit de ceux qui déplorent les conséquences dont ils chérissent les causes ». Quand on fait quelque chose, on doit accepter les conséquences. Quand on veut les causes, on veut les effets. On ne peut pas choisir, on ne peut pas vouloir les causes et pas les effets. Et du coup, dans l'idéologie d'extrême gauche, il y a beaucoup la prétention à vouloir œuvrer à l'égalité et à la justice, mais dans les modalités de lutte, on en arrive à produire l'inverse. Donc par exemple, on va œuvrer pour l'égalité homme-femme, et dans les faits, qu'est-ce qu'on va faire ? On va favoriser plutôt l'opposition homme-femme. Tu vois ? On va œuvrer pour la reconnaissance des droits des homosexuels, on va dresser les homosexuels contre les hétérosexuels et inversement. Bon, sachant qu'il y aura toujours dans les deux camps des gens qui vont tomber dans le piège et qui vont participer à ça. Ça va donner des discours extrémistes de la part d'hétérosexuels avec une vision extrêmement rigoriste qui va... les homosexuels vont se sentir agressés, du coup ils vont réagir, ça va surréagir. C'est l'horizontalisation de la lutte.
Et le logiciel d'extrême gauche fonctionne beaucoup sur ce principe-là. Horizontaliser la lutte. Alors évidemment, involontairement ou inconsciemment de la part des militants. Parce que moi, je critique surtout pas les militants. Là encore, j'en ai été un. Mais je dis simplement aux militants, vous avez un esprit critique. Si vous êtes à l'extrême gauche, c'est qu'au fond de vous, vous avez une aspiration à plus de justice. C'est ça, au départ, qui a déterminé, en tout cas pour ce qui me concerne, mon engagement à l'extrême gauche. Vous considérez que le monde est injuste, vous voulez plus d'égalité. Bon. À partir de là, posez-vous la question, qu'est-ce qui est source d'inégalité et qu'est-ce qui entretient les inégalités? Et quand on fait cette analyse jusqu'au bout, on s'aperçoit que le système idéologique libéral fonctionne sur la mise en opposition des catégories populaires les unes avec les autres, et que la plupart des combats d'extrême gauche vont renforcer cette opposition, cette confrontation en fait des égos et des individus. On ne va plus parler au nom du peuple, on va parler au nom des minorités. On va parler au nom des femmes, au nom des jeunes, au nom des blacks, au nom de toutes les communautés. On va faire une espèce de segmentation du peuple pour en arriver aujourd'hui à dire mais finalement mais le peuple ça n'existe pas. C'est une fiction, le peuple. Fiction, ouais, voilà, il n'y a que des individus. Oui, mais il y a que des individus qui partagent une langue, un territoire, une culture, une histoire, même symbolique. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être d'origine française pour partager la culture française. Il suffit que n'importe quelle personne française aujourd'hui aille dans un pays étranger, elle va se sentir française à l'étranger. Puisque précisément, c'est quand on n'est plus chez soi qu'on se rend compte qu'on était chez soi. Et je trouve qu'il y a une certaine hypocrisie qui correspond aussi à une immaturité, souvent liée à l'âge, de beaucoup de personnes à l'extrême gauche, qui ont une vision un petit peu idéalisée de ce que c'est que l'identité, et qui pensent qu'on peut facilement ranger dans des cases. Par exemple, on va se définir comme gay, on va se définir comme athée, comme musulman, etc. Sans s'apercevoir qu'en fait, les communautés, elles se chevauchent les unes les autres. Par exemple, un musulman hétérosexuel, est-ce qu'il est plus hétérosexuel ou plus musulman? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Une femme blanche, bourgeoise, mais lesbienne, on va la mettre dans quelle communauté? C'est compliqué. Donc quand on dénonce la lutte contre les discriminations, ben, faut savoir de quelle discrimination on parle. Et si on parle de toutes les discriminations, ben, on doit parler des discriminations sociales aussi. Pas seulement ethniques, sexuelles, etc. Parce que en plus, ce combat justement contre les discriminations, qui est avec un espèce de droit individuel à l'infini, toi tu en parles, tu dis justement, ces gens ont la considération des droits de l'homme comme un droit individuel infini, oui, sur lequel ils vont en fait exercer à l'infini. D'ailleurs, il y a une expression que j'ai adorée, c'est la dictature de la tolérance. Oui. C'est ça, c'est soit tolérant. C'est ça. C'est une contradiction dans les termes. Une contradiction. Ça tient pas, bien sûr. Ça tient mais pas. c'est ça. L'injonction à la tolérance qui prend une forme totalitaire. Et oui, c'est complètement ça. Mais de toute façon, le problème, j'allais dire, l'un des problèmes qu'il y a par rapport à ça, c'est la question de la définition des mots. Ouais. Moi, je reviens souvent là-dessus. Ouais. Quand on parle, par exemple, de liberté, on veut plus de liberté. Très bien, soyons pour plus de liberté. Mais qu'est-ce qu'on met derrière le mot liberté? Déjà, au départ, le mot liberté, en philosophie en tout cas, on ne l'emploie pas au pluriel, on l'emploie au singulier. C'est la liberté. Ce n'est pas les libertés. En fait, quand on parle des libertés, on ne parle pas de la liberté, on parle des droits. Et le droit, ce n'est pas la même chose que la liberté. Le droit, on pourrait dire, c'est la version juridique de la liberté. Tu vois? Mais la liberté, à la base, c'est un concept qui désigne la capacité qu'a l'individu ou le groupe à s'autodéterminer. C'est ce que Kant appelait l'autonomie. Et autonomos, ça veut dire ses propres lois. C'est la capacité à suivre ses propres lois. Donc la liberté, ce n'est pas l'absence de loi, ce n'est pas l'absence de règles. C'est le fait d'obéir à ses propres règles. Tu vois? C'est tout à fait différent. Ce qui fait que, par exemple, si tu choisis volontairement de suivre quelque chose de contraignant, tu le fais librement. Donc c'est un acte libre. Donc il y a beaucoup de polémiques, par exemple, sur le voile qui disparaîtra instantanément si on parlait de la liberté. On dit, oui, mais le voile est un instrument de soumission de la femme. Très bien. Posons la question aux femmes qui portent le voile. Et demandons-leur si elles le portent par choix ou pas. Si elles le portent par choix, à ce moment-là, on ne peut pas leur reprocher. On ne peut pas leur dire que c'est un instrument de soumission puisqu'elles l'acceptent. Elles l'acceptent. Je veux dire,
faut arrêter d'être aussi dans le paternalisme néocolonial qui va consister à dire aux musulmanes, vous êtes dominés, mais vous ne le savez pas, mais nous, on est là pour vous dire que vous êtes dominés. Tu vois? Parce que dans ce cas-là, il va falloir faire entrer dans l'équation le concept aliénation, qui veut dire que on se croit libre parce que nos chaînes sont invisibles, mais dans ce cas-là, ce n'est pas les musulmanes qui sont peut-être le plus aliénés, c'est peut-être certains occidentaux qui ont intériorisé les normes et les contraintes du libéralisme au point de les appliquer de manière spontanée, et on en parlait tout à l'heure. Par exemple, le fait de devenir complètement hystérique sur la question féministe ou la question des minorités en général prouve une impossibilité psychologique d'envisager une autre façon de voir le problème que celle qu'on a. Et à partir du moment où il y a une impossibilité psychologique, c'est-à-dire qu'on refuse d'entendre des arguments en disant « mais ça c'est un argument de droite, ça c'est facho, ça c'est… » Ben ça c'est le signe qu'on est passé dans l'irrationnel, donc on a touché quelque chose de juste déjà premièrement, et qu'on s'interdit de penser. On s'interdit de penser. Si on s'interdit de penser, on n'est pas dans la liberté précisément. Donc la liberté ça consiste aussi à poser les questions qu'on s'interdirait de penser. Voilà. Donc commençons, si on veut être libre, commençons par exemple par évoquer tous les sujets et en parler librement. C'est très intéressant, ouais, parce que là c'est l'inverse, parce que on nous dit moi j'ai l'impression qu'on vit dans une société, pour ma part, où celui qui va dénoncer un problème, qui va le montrer du doigt, on va dire que c'est lui le problème. Oui, mais c'est ça, on casse le miroir pour qu'il n'y ait plus le reflet. Ouais. Mais c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que j'ai eu l'exemple par rapport à mon livre. On m'a dit, mais de toute façon, toi, tu fais le jeu du FN. Le fameux jeu du FN. Le jeu du FN. Et je réponds, mais c'est peut-être le réel qui fait le jeu du FN. C'est-à-dire que tant qu'on refusera de voir le problème, par exemple, de l'éclatement du clivage droite-gauche, qui n'est pas une vue de l'esprit, et ce n'est pas des gens comme moi qui ont fait que le clivage droite-gauche n'a plus de sens. Je veux dire, moi j'ai 30 ans, je pense que l'histoire ne m'a pas attendu pour s'accomplir. Et quand le clivage droite-gauche a éclaté ou a commencé à se fissurer, ça fait déjà pas mal de temps, quelle a été la réaction à la fois de la droite officielle et de la gauche officielle? Ça a été de dire non, non, pas du tout. Il y a toujours un clivage, il y a toujours une séparation. Gauche et droite, on est sur des lignes très différentes, voire opposées. Mais sauf que quand on assiste à la réalité politique de ces 30 dernières années, qu'est-ce qu'on voit? On voit une connivence objective de plus en plus prononcée. Si bien qu'aujourd'hui, si par exemple, Hollande avait été étiqueté UMP au moment de sa présidence, il n'y aurait eu aucune différence avec son mandat sous une étiquette socialiste. C'est-à-dire qu'en fait, on va critiquer un gouvernement dans la mesure où son étiquette reflète un concept. Alors on va dire c'est un gouvernement socialiste. Alors du coup, on va faire attention à ce qu'on va dire parce que si on dit qu'ils ont une politique de droite, une politique libérale, on fait le jeu du FN. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va laisser le PS, qui n'a de socialiste que le nom, faire une politique libérale, parce que si on dénonçait le fait que c'est une politique libérale, ça ferait le jeu du FN. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est une mécanique complètement perverse où on s'interdit d'identifier les problèmes pour les résoudre. Et forcément, les conséquences que ça engendre, c'est quoi les conséquences? C'est que de plus en plus de gens qui votaient à gauche se reportent sur le Front National. Mais ils n'ont pas aussi… voilà ce que tu viens de dire. Ces gens, justement, qui sont perdus à gauche, parce qu'ils perçoivent cette contradiction, même s'il y a beaucoup de gens, j'imagine, qui ont des fois du mal peut-être à poser des mots dessus, mais ils comprennent bien ça, le peuple de gauche, parce qu'on a vu la réaction, ils ont voté à gauche, ils ont voté à Mons, c'est-à-dire qu'en gros, la gauche se gauchise, ils veulent du la gauche. Et j'ai envie de dire, même phénomène à droite, pour la même contradiction, c'est-à-dire que à la fois peut-être une espèce de peuple de droite d'ailleurs qui, bon là ils sont un peu mal avec Fillon, c'est ce jeu, mais au début ils étaient contents parce que finalement il inspirait aussi cette droitisation, c'est-à-dire que Fillon était bien plus à droite que Juppé quand même, faut pas dire. Enfin, et justement sur en plus le côté des valeurs, alors là où ça pêche, c'est toujours le côté évidemment libéral économique, mais ce qui a rattrapé les gens, c'est sur le côté on va dire du sociétal, il était complètement à droite, très à droite par rapport à un Juppé qui était là pour le coup. Je pense qu'il était même plus que ce qu'il est réellement. Ouais. Moi je trouve bizarre, et je pose la question aux métanautes, comment se fait-il que ce soit 5 mois avant les élections que les positions des uns et des autres s'affirment?
comment se fait-il que c'est à 5 mois des élections qu'on a un homme de gauche qui est vraiment de gauche et un homme de droite vraiment de droite? Je veux dire, ils avaient le temps d'être de gauche vraiment de gauche et de droite vraiment de droite depuis quelques années, tu vois. Ils le sont maintenant qu'il faut faire un choix. Autrement dit, il le faut maintenant que le peuple a son mot à dire. Et ils sont pas cons, ils savent bien que le peuple, on est quand même lucide sur le jeu qu'il joue, mais on est dans une ère médiatique où une idée chasse l'autre. C'est un petit peu la culture de l'amnésie. Donc on va se laisser séduire parce qu'on va entendre un discours de gauche qui soit vraiment de gauche radicale, donc pour les gens qui votent traditionnellement à gauche, et on va avoir l'impression que ça y est, ils ont compris la leçon et qu'enfin ils reviennent à des choses un peu plus radicales. D'un parti, donc d'un côté la gauche comme de l'autre la droite. Donc c'était Hamon et Fillon qui sont censés incarner disons le côté radical chacun de son propre courant. De sa frange, voilà, à peu près. Voilà, c'est ça, mais ça reste du discours et de la posture, ça reste purement esthétique et électoral. Complètement. Ouais. Voilà, on sait très bien qu'on n'appâtera pas le peuple de gauche en reprenant le discours de Valls, tu vois. Et pour Fillon, c'est la même chose. S'il veut que l'électorat de droite conservatrice revienne à la droite, eh bien, il va falloir qu'il soit un peu plus radical dans les positions conservatrices. Mais au final, ça reste du discours, puisque si on admet, et là, c'est un postulat, hein, je veux dire, je ne le démontre pas, prenons un postulat, qui est que la logique libérale s'accomplit, elle ne demande pas l'avis des hommes politiques pour s'accomplir. Quelle est la logique libérale? Comment est-ce qu'elle tend à se manifester? C'est toujours plus de marchandisation, et toujours plus de marchandisation, ça veut dire toujours plus d'économie, et toujours plus de réduction de l'être humain à l'état de marchandise. Donc que ce soit la gauche sur le plan de la gestion économique, ou que ce soit la droite sur le plan de la gestion politique et culturelle, dans les deux cas, la logique libérale va conduire à une marchandisation croissante de l'être humain. Et on pourra faire tous les discours du monde pour dire qu'on va mettre un coup d'arrêt à ça, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan culturel, ça passera. Comme ça continuera de passer, ça ne s'arrêtera pas. Ce n'est pas Benoît Hamon qui va dire aux multinationales et aux banques d'arrêter de faire ce qu'elles font. Tu vois? Alors oui, il peut taper du poing sur la table derrière son micro et s'énerver en disant c'est scandaleux. Il peut. Mais ça n'engage que ceux qui y croient et ça n'engage que sa parole. Bon, c'est un homme politique. Ouais. Parce qu'ils sont coincés, empêtrés dans cette contradiction, à la fois la gauche française, la droite française. Oui. C'est ce qui a fait que cette désaffection d'ailleurs des électeurs, parce qu'ils s'étaient perdus un peu à la fois à droite, à la fois à gauche. Et là, on voit, donc ça évidemment, voilà, on est en période préélectorale, donc on revient aux fondamentaux, comme on dirait. Mais c'est bien symptomatique que les gens, finalement, les gens de gauche, ils ont envie de gauche, les gens de droite ont envie de droite. C'est-à-dire, au fond, le clivage qu'on a gommé, qui a été gommé par, justement, peut-être le marché, je ne sais pas, qui n'existe plus, en fait, de fait, mais il existe de fait chez les gens, j'ai l'impression. C'est ça que... Il existe encore. Ouais. Il existe encore dans l'opinion parce que on attache beaucoup d'importance à notre identité politique. C'est très difficile, et je l'expérimente, donc je peux en parler, de se définir comme apolitique. C'est très difficile de dire qu'on n'est pas partisan et qu'on essaye de trouver une voie alternative à la logique partisane, notamment la logique droite-gauche. Donc en fait, il y a un attachement psychologique à notre identité politique, ce qui fait que quelqu'un qui va se dire de gauche, il va souvent considérer que ça fait partie de son identité, ça fait partie de son être. Et reconnaître qu'on n'est plus de gauche, c'est perdre une partie de son identité. C'est en quelque sorte une mort. C'est la mort d'une partie de soi. Et donc pour se dire, je ne suis plus de gauche parce que j'ai compris ce qu'était la gauche et je me suis fait abuser, je me suis fait usurper, eh bien ça demande une certaine humilité et peut-être aussi un sens de l'autocritique qu'on a beaucoup de mal à avoir quand on est en position de vulnérabilité. Aujourd'hui, on est tous plus ou moins en position de vulnérabilité. C'est-à-dire qu'à moins d'être rentier et de vivre au-dessus des tracas quotidiens, on a tous à affronter des problématiques quotidiennes. Et donc, le fait de pouvoir s'accrocher à une idée, de pouvoir s'accrocher à un idéal, et à une identité politique, c'est en quelque sorte presque la dernière chose qui nous reste. Tu vois? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'hystérie qu'on peut avoir dans les débats, on va l'avoir beaucoup plus sur les sujets politiques que sur les sujets qui touchent presque à la condition humaine. Tu vois?
Et plus personne aujourd'hui n'est scandalisé par des débats sur la faim dans le monde ou même la guerre. C'est-à-dire que tout le monde a intériorisé la logique militaire, par exemple. Et par contre, on va devenir complètement hystérique sur des sujets sociétaux, tu vois. Donc c'est bien la preuve on a besoin de s'identifier à un camp et que du coup, on a beaucoup de mal ensuite à faire marche arrière. Alors moi je dis, c'est pas faire marche arrière. Au contraire, c'est avancer, c'est évoluer. Et c'est de se dire que ce clivage-là, il est mort, mais on n'a pas encore compris qu'il était mort. Tu vois, il est en mort cérébrale depuis longtemps et on veut pas le débrancher, en quelque sorte. Tu vois, c'est un petit peu. Et, mais on y viendra. Je veux dire, c'est fatal. On ne peut pas faire autrement. La logique libérale s'accomplit. Donc là-dessus, je rejoins complètement les positions de Francis Cousin, par exemple, sur le fait que l'histoire s'accomplit par-dessus les volontés individuelles. Ce ne sont pas les hommes qui font l'histoire, c'est l'histoire qui fait les hommes. Et la logique marchande, tu parlais donc du marché, la logique marchande s'accomplit, elle ne fera pas marche arrière. C'est pas possible. Si tu lances une boule sur le tapis d'un billard, la boule, elle ne va pas faire marche arrière, elle ne va pas s'arrêter. Elle va rencontrer, elle va avoir des chocs, elle va rencontrer des obstacles, mais elle va rebondir. Et le libéralisme, quand il rencontre un obstacle, il rebondit. Et puis à la fin, il arrive toujours à tomber dans le trou, il n'y a aucun problème. Tu vois. Donc, à un moment donné, il faut faire un choix. Il faut se poser la question, sincèrement, quelle est la nature et quel est le sens de mon engagement politique? Qu'est-ce que je défends profondément? Quelles sont les valeurs que je défends? Est-ce que je défends une valeur? Est-ce que je défends un concept ou est-ce que je défends un homme, une personnalité? Est-ce que je défends une image? Je trouve ça très noble de se battre pour des idées. Je trouve que ça devient délicat quand on se bat pour l'image de nos idées. Quand on se bat par exemple pour les droits de l'homme, mais que quand on passe devant un mendiant dans la rue, on fait semblant de regarder ses textos. Tu vois? C'est difficile, si tu veux, au bout d'un moment, de prêter attention et d'accorder de la valeur à des paroles quand on sait qu'elles sont totalement désincarnées dans la pratique. Je ne dis pas qu'il faut être absolument exemplaire et héroïque, parce que tout le monde n'a pas le devoir d'être héroïque. Mais je pense que c'est bien d'incarner un minimum ce qu'on défend sur le plan des valeurs. Un minimum, vraiment, pas plus. Moi, beaucoup de gens pensent que, par exemple, je défends le retour d'un ordre moral ou je ne sais quoi. Je leur dis non seulement, c'est pas ce que je dis, moi j'ai pas une lecture normative du libéralisme, je dis pas c'est mal ou c'est bien, je fais un constat, après chacun se positionne. Et je suis pas du tout un exemple de puritanisme, tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, je sais pas moi, mentir à quelqu'un ouvertement, écraser quelqu'un pour en tirer un bénéfice, faire quelque chose pour simplement gagner de l'argent, à titre personnel, ça me gêne, ça me dérange. Tu vois, je trouve ça indécent. Et ce que Michel appelle la décence commune, c'est ça. C'est simplement considérer qu'il y a des limites, qu'on ne peut pas tout se permettre, qu'on ne peut pas tout faire. Et quand Pierre Berger dit louer ses bras, louer son ventre, quelle différence? C'est différent. Je ne dis pas que cet homme-là, il faut le mettre en camp de rééducation pour lui apprendre ce que c'est que la morale. Je dis simplement que cet homme-là a perdu la notion de ce qu'est la décence. Et que c'est pas à moi d'expliquer aux gens ce que c'est conceptuellement que la décence. Je veux dire, si vous ne ressentez pas ce qu'est la décence, c'est que vous l'avez perdu quelque part. Donc j'ai pas à l'expliquer, c'est comme j'ai pas à t'expliquer pourquoi tu dois aimer ton enfant. Voilà. Tu vois, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, c'est ton problème, mais c'est pas quelque chose de rationnel, je vais pas argumenter là-dessus, tu vois. Et donc les valeurs de la common decency, qui sont broyées par le libéralisme, ce sont des valeurs qui sont considérées au départ comme des évidences de base, qu'on remet pas en cause. La notion de dignité humaine, c'est une évidence. Alors ceux qui ne seront pas d'accord, je leur dis, imaginez par exemple que votre fille vous annonce que pour gagner sa vie, elle se prostitue. Bon, elle est consentante, elle fait ce qu'elle veut, c'est son corps, ça lui appartient. Ben, ce que là vous êtes en train de ressentir juste à l'idée que je viens d'évoquer, ben là ça vous donne déjà un ressenti assez fidèle de ce que c'est que la dignité humaine et de ce que c'est que la négation de la dignité humaine. Tu vois. C'est quelque chose dont on fait tous l'expérience, mais on va nier ces choses-là au nom de la suprématie du rationalisme. Tu vois oui, mais ce sont des concepts métaphysiques, la dignité, etc., etc., le bien. Non, ce n'est pas des concepts métaphysiques, ce sont des réalités intuitives, certes, qu'on vit intérieurement, mais qui existent. Je me suis peut-être un peu éloigné de ta question. Non, pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout, pas du tout. C'est très intéressant parce que c'est au cœur, parce que en plus, tu l'abordes vraiment. Aujourd'hui, alors c'est quoi? C'est un peu la dictature justement de l'individuel et ça prend forme
par, on peut dire quoi, la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, les juges et in fine le suprême qui va donner sa loi sur tous. Parce que, voilà, par exemple, il y a Cohn-Bendit qui avait dit la démocratie, c'est le droit des minorités contre la majorité. Les droits des minorités contre Celle-là, il fallait la sortir. Quand même. Voilà. Fallait oser. C'est-à-dire que Rousseau se retournerait dans sa tombe et il faut oser le dire. Mais le pire, c'est que Cohn-Bendit fait partie de ces personnalités qui ont une maîtrise de la rhétorique assez formidable, un peu comme Jean-Luc Mélenchon dans un autre domaine. C'est-à-dire qu'il arrive à dire des choses totalement absurdes et aberrantes, mais en gardant une contenance qui fait que ça trouve sens chez beaucoup de gens. Alors dire la démocratie, c'est le droit des minorités contre la majorité, en fait, dans son discours, ça se comprend. Ça veut dire que pour lui, en fait, il identifie démocratie et libéralisme. Tu vois ? Donc à partir du moment où tu transformes la démocratie en libéralisme, tous les coups sont permis. Puisque le libéralisme, c'est le droit absolu de l'individu. C'est ce que Lucien Jaume, je crois, appelait l'individualisme méthodologique. Tout part de l'individu. Donc c'est la porte ouverte à toutes les formes de subjectivisme. C'est-à-dire, par exemple, on va dire, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité puisque c'est l'individu qui va définir ce qui est vrai pour lui, etc. etc. Enfin, ça passe par ce genre de relais conceptuel. Et en fait, en déformant le sens du mot démocratie en libéralisme, eh bien, ça permet de se présenter comme un démocrate, puisque malgré tout, nous sommes censés être une démocratie depuis 1789. Mais donc de prétendre être en démocratie sans avoir à en appliquer les concepts fondamentaux. D'ailleurs, si tu lis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, tu t'aperçois que déjà, il y a quelque chose de très ambigu. On va te parler de la société française, du peuple français, de la nation française, donc la nation qui est une et indivisible. Donc on est un peu là pour le coup très proche de Rousseau. La communauté, c'est l'intérêt général. Et Rousseau dit bien l'intérêt général, c'est pas la somme des intérêts particuliers. C'est l'intérêt de tous. C'est pas l'intérêt du plus grand nombre. C'est l'intérêt de chacun en tant que membre du peuple. Tu vois ? Donc ce qui est bon pour moi, ce qui est bon pour toi est bon pour moi, par définition. Parce que nos intérêts sont convergents, ils ne sont pas contradictoires. Et pour Rousseau d'ailleurs, les ministres, ceux qui sont chargés d'appliquer la loi, ne sont pas au-dessus des lois, ils sont les serviteurs de la loi. Et Rousseau a une phrase que j'adore qui dit « Les hommes, les citoyens obéissent aux lois, mais ils n'obéissent qu'aux lois, et c'est parce qu'ils obéissent aux lois qu'ils n'obéissent pas aux hommes. » Tu vois ? Donc la loi au départ, elle est là justement pour mettre tout le monde à égalité. Tu vois ? Et en même temps, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on trouve l'énoncé, la formulation des libertés fondamentales, les droits inaliénables de l'homme. C'est là qu'on commence à passer de liberté à droit. Et dans ces droits, donc il y a la liberté, il y a la propriété. Et c'est là qu'on voit que la propriété est considérée comme un droit inaliénable. Alors c'est ambigu parce que la propriété, c'est pas un droit naturel, c'est quelque chose qui a été instauré par les sociétés. Rousseau justement dit le premier qui a délimité un enclos, etc. Celui-là, c'est l'inventeur de la société moderne. Voilà, celui qui a dit « ceci est à moi ». Ceci est à moi, voilà. Il a trouvé des imbéciles pour le croire. Et voilà, exactement, c'est ça. Et c'est ce que dira Proudhon dans sa critique de la propriété. Alors du coup, lorsqu'on mélange ainsi des concepts issus du libéralisme avec des concepts issus de la démocratie, on fait comme la gauche a fait avec le socialisme. On mélange les deux, et puis on va mettre en avant l'aspect qui nous arrange pour ensuite se réclamer de la tendance, de l'autre tendance. Démocratie, ça veut dire le pouvoir du peuple. Michat, un jour, a écrit que le populisme, qui se veut vraiment le repoussoir conceptuel par excellence des libéraux, ce n'est rien d'autre que la démocratie, mais simplement avec le mot latin. Puisque démos, c'est grec, populus, c'est romain, c'est latin. Mais qu'en fait, le populisme, c'est l'équivalent de la démocratie. Tu vois ? Mais sauf qu'il y en a un qui est beau. Tu vois, démocratie, c'est beau, ça sonne bien. Populisme, c'est mal, c'est vilain, tu vois. Et donc, on en arrive à critiquer le populisme tout en prétendant défendre la démocratie, mais en réalité, derrière la démocratie, on défend le libéralisme, tu vois. Donc, tout ça se tient très bien. Bon, c'est pas une vision que je veux qu'on mette les choses au clair. C'est pas quelque chose que j'ai inventé, ça. Je viens pas de l'inventer. C'est-à-dire que c'est en travaillant sur les textes qu'on finit par le comprendre. Par exemple, je parle beaucoup de Rousseau, hein, excusez-moi, mais Rousseau
a été fortement critiqué par les Lumières, notamment par Voltaire, qui a essayé de le faire assassiner, parce qu'il était considéré comme un rétrograde, Rousseau. Voltaire lui a écrit une lettre en disant « Mais quand j'ai lu votre dernier livre, j'avais envie de remonter dans les arbres pour y vivre. » Sous-entendu, voilà, tu vois, le niveau de mépris qu'il avait pour lui. Et Rousseau, c'était un penseur des Lumières contre les Lumières, puisqu'il avait encore une vision non individualiste de la liberté. Et non individualiste, ça ne veut pas dire que tu rejettes l'individu, au contraire. Ça veut dire que c'est parce qu'il y a une communauté que l'individu peut se construire par référence à cette communauté. Tu vois, si tu veux te construire ton identité, tu as besoin d'avoir des références identitaires autour de toi par rapport auxquelles tu vas te positionner. Si tu n'as absolument aucune référence, ton identité va être extrêmement bancale. Un enfant qui grandit sans référence autour de lui, alors ce n'est pas forcément le père et la mère, mais au moins des références, il peut se construire, quitte à s'opposer. L'adolescence, c'est le moment où tu vas t'opposer, par exemple, aux références. Tu vois. Donc tu vas te rebeller contre l'autorité. Mais s'il n'y a pas une autorité contre laquelle se rebeller, il n'y a pas de rébellion possible. S'il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de transgression de l'interdit. Tu vois. Donc s'il n'y a pas une référence par rapport à laquelle tu peux te positionner, il n'y a pas d'identité possible. Tu vois. Donc ce que dit Rousseau, finalement, c'est une idée tout bête, c'est que pour qu'il y ait individu, il faut qu'il y ait une communauté par rapport à laquelle l'individu va se construire. Et ça me paraît du bon sens. Du bon sens, parce que pour faire le lien un peu avec l'actualité et ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, dans l'enseignement, où il n'y a plus d'autorité, donc c'est le laisser-aller total. Donc on a perdu tout à fait le sens de ce que tu décris, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de référence, donc on est un monde laissé libre. D'ailleurs, tu en parles, la loi de 89 de Jospin qui a fait beaucoup de mal à l'enseignement, parce qu'en fait, on a dit aux enfants, en gros, l'enfant c'est tout, et on va lui faire émerger son savoir. C'est ça, on n'est plus là pour lui transmettre un savoir. C'est même plus compliqué que ça. En fait, c'est l'idée que l'enfant, en fait, donc n'est plus un élève, mais un apprenant. Ah, oui, un apprenant. Parce que le mot élève, déjà, là encore, si on l'analyse ce mot, l'élève, c'est celui qui s'élève. Donc, quand on élève, ça veut dire qu'on fait passer à quelque chose de supérieur. Donc déjà, ça crée l'idée d'une hiérarchie. Le libéralisme n'aime pas beaucoup ça. Donc ça devient les apprenants. Tu vois. Ça les met tous au même niveau. Voilà, ça les met tous au même niveau. Et puis comme des petits pois, là, des apprenants. Bon, oui, parce qu'on peut aussi contester la légitimité de l'enseignant à apprendre quelque chose aux élèves, à les instruire. Tu vois, l'instituteur, c'est celui qui institue. Tu vois. Donc ça veut dire qu'il aurait un statut supérieur. Donc déjà, ça, c'est pas… Puis dans élève, on peut mettre un qualificatif bon, mauvais. Apprenant, voilà, par exemple. Apprenant, c'est apprenant, quoi. Ça, bon, mauvais, on s'en fout. Un apprenant. Voilà, il y en a qui prennent et il y en a qui apprennent. Tu vois, et en fait, cette loi disait que il fallait prendre les apprenants, donc on va dire les élèves quand même, il fallait prendre les élèves avec leur particularisme. Autrement dit, il ne faut pas que l'enseignement aille à l'encontre des particularités individuelles, culturelles, sociales des élèves. Alors c'est un peu ambigu, parce que qu'est-ce que c'est que les particularismes? Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est très compliqué. Ça a donné lieu donc à tout un tas de mesures, et notamment c'est ce qui a permis le développement de ce qu'on appelait la pédagogie différenciée. La pédagogie différenciée, c'est quand on considère que chaque élève, en fait, a ses propres capacités. Tu vois, ce qui en soi n'est pas complètement faux. Chaque élève a plutôt un talent qu'un autre. Enfin, je veux dire, on ne peut pas être bon dans tout. Et même celui qui est mauvais dans toutes les matières, il a toujours quelque chose qu'il ne trouve pas à exploiter dans le système scolaire. Hein, je ne suis pas un défenseur acharné du système scolaire en français, puisque je considère que c'est un système aussi qui met beaucoup l'accent sur certaines disciplines au détriment d'autres. Pour résumer, je dirais que c'est l'école cerveau-gauche, quoi. C'est une école très analytique. On va tout décomposer, tout décortiquer, mais on n'a pas beaucoup de sens global de l'enseignement, en fait. Les élèves apprennent, mais ils ne savent pas pourquoi ils apprennent, si tu préfères. Et du coup, donc chaque élève a ses spécificités, il a ses compétences, et donc on ne peut pas demander la même chose à tous les élèves, parce que sinon on crée de la discrimination. Voilà. Et donc on se retrouve avec, j'ai illustré ça, enfin j'ai récupéré une illustration qui montre ça. Donc la pédagogie différenciée part du principe que chaque élève ayant ses propres spécificités, on doit adapter l'enseignement et même la consigne des exercices, par exemple, aux spécificités de chaque élève. Donc on se retrouve finalement avec un enseignement individualisé,
mais au sens où on n'est pas là pour élever les élèves, les apprenants, à un niveau culturel, intellectuel, logique ou de connaissance. On est là pour les faire devenir ce qu'ils sont déjà. Tu vois. C'était la formule de Natacha Polony qui disait on apprend aux jeunes la jeunesse, tu vois, à l'école. Parce que, tu comprends, apprendre quelque chose à un élève, c'est exercer sur lui une forme de violence, une violence symbolique. Parce que ça peut lui rappeler qu'il ne sait pas. Tu vois, quand tu apprends quelque chose, à chaque fois que tu apprends quelque chose, tu prends conscience que tu ne savais pas ce que tu viens d'apprendre. Ouais, Donc au final, tu peux trouver ça écrasant. Tu vois. Ouais. Donc si on apprend trop aux élèves, eh bien ça va leur donner un sentiment d'écrasement, tu vois. Et donc pour maintenir l'idée d'égalité, mais sans favoriser l'élitisme, etc., eh bien ça sera le nivellement par le bas. Et bah, du coup, on va apprendre aux élèves ce qu'ils savent déjà, plus ou moins. Tu vois. Donc l'illustration que je reprends dans mon livre, c'est on voit une rangée d'animaux. Donc on a je sais pas, un cheval, un poisson rouge, un oiseau, un singe. Et on voit un professeur qui dit pour ne défavoriser personne, la consigne sera la même pour tout le monde, grimper à l'arbre. Et ça, c'est censé illustrer la diversité des profils des élèves. Moi, je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire représenter des élèves sous les traits d'un singe, d'un poisson rouge, d'un oiseau? Ça veut dire qu'il y a des élèves, par exemple, qui sont fondamentalement incapables d'appliquer la consigne qu'on leur demande. Ça veut dire quoi? Parce qu'ils sont structurellement trop bêtes pour y arriver. Tu vois, le théorème de Pythagore, alors là maintenant c'est la réforme sur le COD et le prédicat. Oui, j'ai vu, oui. Bon, le COD, le COI et l'attribut du sujet, ce serait trop compliqué pour les Trop enfants. compliqué. On va passer par le prédicat en gros pour préparer le terrain. Bon, pourquoi pas. Mais si l'idée c'est de dire qu'ils ne sont pas capables, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que les élèves sont trop bêtes pour comprendre? Ça veut peut-être dire sinon qu'on démissionne et qu'on cesse de vouloir apprendre des choses aux enfants, aux élèves. Et la formule de Michéa, l'enseignement de l'ignorance, correspond complètement à ça. On ne veut pas les instruire, on ne veut pas les élever, puisque si on les instruit et si on les élève, on leur donne des outils critiques pour contester le système, tu vois, dans lequel ils évoluent. Donc on préfère les initier à la culture Internet, tu vois, on préfère leur apprendre à détecter les sites conspirationnistes, par exemple. Voilà, ils deviennent des écolos citoyens, Oui. des machins, ils font beaucoup de trucs aussi. Ils sont incollables sur le féminisme, l'antiracisme, ils ont des cours de Shoah, etc. Voilà, Ouais. ils sont complètement. Non, mais l'école, c'est plus de l'école, quoi. Enfin, moi, quand je vais à l'école moderne, mais c'est pas. Ben, c'est un institut de formation à l'idéologie libérale. Voilà, c'est Tu ça. vois, Ouais. c'est ça. Et le pire dans tout ça, je crois, c'est que les élèves, s'ils avaient à choisir entre un modèle scolaire plus traditionnel, un peu à l'ancienne, tu sais, ce qu'on a dû connaître toi et moi, tu vois, de la même façon, et le modèle qu'on leur propose, s'ils avaient la possibilité d'expérimenter, tu vois, le modèle à l'ancienne. Moi, je travaille avec des élèves, donc des jeunes, tu vois, donc je le vois. Je pense qu'ils seraient capables de préférer le modèle traditionnel. Ça, tu vois, j'en veux pas pour preuve, mais un indice quand même, c'est le film Entre les murs. Oui. Alors le film Entre les murs, il a été réalisé par François Bégodeau, qui incarne le rôle principal, et c'est issu de son livre, et lui-même a été professeur de français dans une ZEP, je crois. Et donc il montre son quotidien avec une classe de 4e techno, je crois, il me semble, dans un lycée difficile, enfin un collège difficile. Il s'aperçoit qu'il n'arrive pas à leur transmettre son savoir parce qu'il rencontre des oppositions, comme par exemple à quoi ça va nous servir, à quoi ça sert d'apprendre l'imparfait du subjonctif, etc., etc. Au début, il essaye de leur montrer que ça peut avoir un intérêt, même si ce n'est pas un intérêt direct, un intérêt immédiat. Donc on voit bien que tous les élèves qu'il a face à lui, ce sont des élèves éduqués à l'école libérale, puisque pour eux, si ça n'a pas une utilité instantanée, ça n'a pas de valeur. Tu vois, c'est comme à quoi ça sert, tu vois, ça c'est la phrase libérale par excellence. À quoi ça sert? La philosophie, à quoi ça sert? Les mathématiques, à quoi ça sert? Bachelard disait la philosophie, à quoi ça sert? Ça sert à penser. Donc si vous voulez vous priver d'une pensée pertinente, oui, vous pouvez vous passer de philosophie. On peut toujours se passer je veux dire, dans l'absolu, rien ne sert à rien, tu vois. Enfin, à manger et à boire, ça suffit. Le reste, ça sert à rien, tu vois. Enfin, on peut aller par là. Et donc dans le film, ce qui se passe, c'est que plus ça va et plus il consent finalement, il renonce à transmettre tout ce qu'il aurait voulu leur transmettre. Et donc, au lieu de leur faire faire des rédactions, il leur fait faire des autoportraits, etc., etc. Et finalement, ils n'apprennent pas grand-chose, mais ils sont contents parce qu'ils passent des bons moments et parce qu'ils font de la création. Bon. Et à la toute fin du film, il y a une petite élève qui vient le voir, qui s'appelle Henriette, je crois, dans le film.
Elle va le voir à la fin du dernier cours et elle lui dit, monsieur, je comprends rien à ce qu'on fait. Et il lui dit, comment ça, tu comprends rien? Elle dit, je comprends pas, j'ai rien appris. Il dit, mais si, t'as appris des choses, mais tu vois, il sait pas trop quoi lui répondre. Et elle lui dit, j'ai rien appris. Et dans cette scène, alors j'invite les métanotes à regarder le film s'ils ont le courage, et en tout cas la dernière scène, on lit dans les yeux de cet élève, c'est très bien fait, le film est très bien réalisé, très réaliste, on lit une espèce de détresse d'avoir passé un an sans apprendre, alors même que l'essence d'un enfant, c'est d'apprendre, tu vois. Un enfant, tu le lâches n'importe où, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toucher, il va regarder, il va observer, il va tester, tu vois, dès le plus jeune âge, tu Et vois. puis, il y a une soif d'apprendre en Il y a plus. une soif d'apprendre, À bien cet sûr. âge-là, tu as une vraie soif d'apprendre. Ouais. Exactement. Alors que le modèle d'enseignement scolaire traditionnel ne soit pas le plus adapté on va dire, à l'équipement cognitif de l'élève, que ce soit pas le mieux pour lui transmettre des connaissances, évidemment, on peut en discuter, bien entendu. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à transmettre et à apprendre quoi que ce soit. Mais j'ai l'impression qu'on est passé d'une école qui était allez, dans une forme d'idéologie républicaine, c'est-à-dire très allez, foncièrement anticléricale, allez, mais quand même basée sur l'enseignement des fondamentaux, les mathématiques, le français, l'histoire, voilà. À une école qui aujourd'hui a bazardé les fondamentaux et sur du sociétal, voilà, on t'apprend à devenir un bon citoyen, les droits de l'homme, comment mettre des capotes ou je sais pas quoi. Mais, je- mais par contre, on est devenu absolument, on a enlevé toutes les armes parce que quand même, quoi qu'il arrive, quand on t'apprenait le français, les maths, etc., c'était une façon, presque, tu vois, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont critiques de la République, moi le premier, mais je dois reconnaître que quand même il y avait quelque chose qui était quand même assez sain de savoir que des gens qui arrivaient d'une classe ouvrière pouvaient s'élever dans la Voilà. société par l'école, tout Oui. simplement. Oui. C'était, Alors il y a ça, il y avait aussi le fait que on apprenait qu'on était le résultat d'une histoire qui nous précédait, que des gens avaient existé et réalisé des choses avant nous. Donc on avait un sens de la continuité historique. Et pour reprendre la phrase de, je crois que c'est Rabelais, pardonnez-moi si je me trompe, qui disait nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants. C'est-à-dire qu'à échelle individuelle, nous n'avons pas fait grand-chose, mais nous avons la chance d'être portés par des siècles d'histoire de gens qui ont travaillé pour nous et qui nous ont transmis un patrimoine de connaissances littéraires, artistiques, culturelles, et on est censé pouvoir en bénéficier. Tu vois. Mais aujourd'hui, quand on casse la dynamique historique, qu'on explique que les œuvres du passé n'ont plus de valeur de nos jours, puisque c'est voilà, rétrograde, c'est plus utile, ben, qu'est-ce qu'on fait? On supprime tous les siècles de connaissances qui nous ont précédés, qui nous ont permis justement de nous élever à ça. Autre chose, souvent on parle, les libéraux aiment bien se revendiquer d'une certaine forme d'humanisme. ouais. Alors je leur demande qu'est-ce que c'est que l'humanisme, puisque l'humanisme, bah, historiquement, c'est le mouvement culturel qui est né à la Renaissance et qui témoignait d'une foi dans la capacité de l'homme de s'élever grâce à la connaissance. Tu lis Rabelais, justement, tu lis Gargantua, Pantagruel, mais la connaissance est un festin dans ces romans, tu vois. C'est le gai savoir, tu vois, comme on retrouvera chez Nietzsche. C'est l'idée que la connaissance, c'est quelque chose non seulement d'utile et de nécessaire, c'est la nourriture, mais ça peut aussi être bon, être délicieux et devenir un plaisir en soi. Donc les plaisirs de la table de Gargantua, c'est un petit peu la métaphore de celui qui étudie et qui se nourrit de ce qu'il étudie et qui en veut toujours plus, tu vois, parce que ça lui permet justement de dépasser sa condition en permanence, de devenir quelqu'un d'un peu plus digne parce qu'il aura progressé, il aura acquis des connaissances qui le feront évoluer et avancer. D'ailleurs, je précise que chez les humanistes, il y a l'idée que les connaissances doivent avoir lieu dans tous les domaines. Il y a les lettres, les langues, les arts, la religion, les armes. Hein. On ne mettait pas de côté l'apprentissage des armes. Donc finalement, l'homme accompli, c'était l'homme complet. C'est celui qui avait une connaissance dans tous les domaines. Donc je dis à ceux qui se réclament de l'humanisme, pourquoi ne pas écouter les recommandations de Rabelais qui faisait de la connaissance et de la culture un festin de l'âme. Hein. Non, ce qui se passe aujourd'hui, c'est au contraire, c'est la disqualification de la culture comme étant quelque chose d'élitiste par essence. Ça, c'est ce qu'on trouve beaucoup chez Bourdieu.
La connaissance est élitiste par nature. Et si on veut travailler pour l'égalité, bien, il ne faut pas en passer par l'apprentissage de la culture, mais au contraire plutôt par l'aplanissement de la culture. Tu vois? Ça, c'est l'époque qu'on vit en plus. Vraiment, on est Oui, dedans. complètement. On est complètement dedans. On va faire une pause. La première pause, ça arrive vite. Là, la régie, elle est prête, magnifique. On fait la pause et on revient juste après sur Métal.